Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir pour écouter cette conférence et merci à la ville de Saint-Maur et en particulier donc à M. Cherrier qui m'a proposé donc de venir vous rencontrer ce soir. Donc le programme, c'est effectivement de parler de l'arbre en ville. Alors à titre professionnel, je suis écologue, professeur d'écologie, j'étais professeur d'écologie à Sorbonne Université. Donc je vais vous présenter un certain nombre d'éléments sur l'arbre du point de vue de l'écologie des arbres, et notamment évidemment des arbres en ville et des enjeux finalement de biodiversité évidemment auxquels les arbres contribuent. Je vais commencer par quelques rappels, quelques points de cadrage avant de parler de l'arbre en ville, peut-être reparler de l'arbre tout court, puisqu'évidemment l'arbre en ville, et c'est parfois ça le problème, il suit la logique de l'arbre, tout simplement. Et un des grands enjeux en ville, finalement, ça va être d'essayer de se rapprocher des conditions dites naturelles, on verra ce que ça veut dire, qui permettent aux arbres de fonctionner. Alors le premier point, c'est que nous sommes une planète dominée par les arbres. Ici, vous avez la représentation d'une étude qui a été faite il y a quelques années, qui a été publiée en 2018. Donc un groupe de chercheurs se dit, mais combien pèse le vivant à la surface de la planète ? Les chercheurs se posent parfois des questions bizarres. Donc ils ont fait des calculs pour savoir quel est le poids des êtres vivants. Donc là, il n'est pas exprimé en tonnes d'êtres vivants, mais en tonnes de carbone, en gros, et un facteur 2 par rapport aux végétaux. Donc vous multipliez par 2 si vous voulez avoir le poids des végétaux. Et donc, on a 450 gigatonnes de carbone sous forme végétale dans les êtres vivants de la planète. Et donc, très très clairement, la planète, elle est d'abord végétale. Le monde végétal, dominé pour le coup en masse par les arbres, est absolument dominant au milieu, sur cette planète. Vous voyez que les animaux, et nous on est un petit bout des animaux, c'est vraiment anecdotique dans le paysage vivant sur la planète. Donc ça, c'est le premier point. Quand on parle des arbres, on parle de l'élément dominant dans le monde vivant. Le deuxième point, c'est qu'un arbre, c'est un être finalement qui explore deux types de mondes. Ce que j'ai appelé ici le monde du haut et le monde d'en bas. Donc le monde du haut, évidemment, c'est la partie aérienne de l'arbre, celle qu'on voit, qui a beaucoup d'impact finalement sur nos conditions de vie, je vais y revenir. Et puis il y a le monde d'en bas, donc la partie souterraine des arbres, qui est évidemment la partie la plus mal connue, et sur laquelle on a encore beaucoup de déficits de connaissances. Bon, on a quand même quelques éléments d'information que je vais évoquer. Alors on va d'abord regarder le monde d'en haut et revenir à des choses un petit peu de base, mais peut-être qu'on n'interprète pas suffisamment. C'est que l'arbre, donc, il est capable, les arbres, les plantes vertes, d'une manière générale, sont capables d'un processus qu'on appelle la photosynthèse. Tout le monde a sans doute vu ça quelque part à l'école ou au lycée. Donc, c'est quoi cette photosynthèse ? C'est un processus absolument magique qui va transformer de la matière minérale, ce qu'on appelle le dioxyde de carbone, le CO2, le gaz carbonique, va transformer ça en molécules organiques, en molécules de la vie, en chaînes carbonées. Et ça va se faire, évidemment, c'est très coûteux de fabriquer des molécules à partir du carbone de l'air. Et donc, il faut une source d'énergie. Cette source d'énergie, là, c'est la lumière du soleil. Donc, à quelques chouillas près, j'ai envie de dire, sur cette planète Terre, la seule manière de fabriquer des molécules organiques, de fabriquer cette matière vivante, c'est de passer par l'élément végétal. Seuls les végétaux, et donc les arbres en majorité en termes de contribution, sont capables de fabriquer les molécules de la vie. Alors, au cours de ce processus de photosynthèse, il y a toute une cuisine biochimique. Il y a de l'eau qui intervient, il y a du CO2, et puis il y a un déchet qui n'intéresse pas la plante, qui s'appelle l'oxygène, donc qui est rejeté à l'extérieur. Donc sachez que nous vivons, nous, à partir d'un déchet produit par les végétaux. Mais c'est plus que ça, puisque quand on regarde le résultat de la photosynthèse, vous inquiétez pas, je ne vais pas aller dans le détail de cette molécule, mais c'est juste pour vous signifier de quoi on parle. On part d'un truc assez simple,
le CO2, carbone, oxygène, photosynthèse, on va produire du glucose, un sucre, cette molécule organique la plus simple qui soit, et puis après, il va y avoir toute une usine qui va nous transformer ce sucre élémentaire dans toute la variété des composants du végétal, de l'arbre. Par exemple, sur un arbre, vous allez avoir de la cellulose qui va être dominant. La cellulose, on en fait du papier, après, c'est un constituant majeur du bois. La lignine aussi, qui est un composé important dans le bois. Mais tout ça, finalement, ça part, c'est de la cuisine qui est réalisée par l'arbre à partir du sucre qui vient du CO2. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut aller voir ce qui se passe en bas, parce que le processus de création de la matière vivante n'est pas complètement terminé. Alors en bas, on a le système racinaire, donc qui va aller explorer les différentes couches du sol. On va avoir des racines profondes qui vont aller chercher l'eau, par exemple ici. On va avoir des racines superficielles qui vont aller chercher les nutriments, l'azote, le phosphore. Le phosphore, ça vient plutôt du bas, d'ailleurs. L'azote, ça vient plutôt du haut. Donc, vous voyez, les racines, il faut qu'il y en ait en haut et en bas. Et donc, à partir de là, les racines vont remonter, je viens de le dire, de l'azote. L'azote, c'est le constituant des protéines. Ils vont remonter du phosphore. Le phosphore, c'est le constituant principal de la molécule qui stocke l'énergie dans nos cellules. S'il n'y a pas de phosphore, vous n'avez pas de molécule énergétique, vous n'avez pas de vie, vous n'existez pas. Dans vos cellules, le véhicule de l'énergie, c'est une molécule qui contient du phosphore. Donc finalement, le haut a produit des glucides, des molécules carbonées, le bas remonte de l'azote et du phosphore, on mélange tout ça et on crée toute la diversité des composants de la vie. C'est-à-dire les protéines par exemple, les lipides, etc. Tout ça dérive de ce mélange entre ce qui vient du bas et ce qui vient du haut. Et encore une fois, sauf dans quelques fosses profondes marines ou sur quelques micro-organismes du sol, c'est un processus qui est exclusif quasiment. Tout passe par cette mécanique pour fabriquer les molécules de la vie. Alors 2 mots sur le sol, parce que c'est un enjeu majeur aujourd'hui, qui est en train d'ailleurs de monter en termes de visibilité. Je vais y revenir tout à l'heure. Le sol, c'est une drôle de chose. Ce sont des particules minérales. Ici, vous avez une vision de particules d'argile. C'est de l'argile, c'est des feuillets d'argile. Et puis, vous avez cette matière noire, ce qu'on appelle l'humus, qu'on appelle la matière organique du sol, qui est d'ailleurs la base de la fertilité du sol. Un sol sans matière organique, sans humus, est un sol infertile. Alors cette matière, c'est quoi ? C'est du végétal mort. Le végétal, il vit, à un moment donné, il meurt, et il va être plus ou moins transformé par les micro-organismes et donner cette espèce de matériau bizarre qu'on appelle l'humus, la matière organique. Bizarre, mais qui contient du carbone, puisque la plante vivante contenait du carbone, mais qui contient aussi de l'azote, puisque la plante vivante contenait de l'azote, et qui contient du phosphore, et ainsi de suite. Donc ça devient une réserve d'éléments utiles à la vie. Et donc en fait, les plantes récupèrent, à partir de leur propre cadavre, si j'ose dire, ces éléments qui vont permettre de refaire pousser les plantes. Et là, on a quelque chose qui tourne en rond, on a un cycle. La vie, c'est des cycles comme ça. Mais tout ça, c'est des processus assez compliqués. Juste pour vous donner une idée, je suis sûr que si je vous pose la question, je ne vais pas avoir la réponse. Si je vous demande quel est l'âge de cette matière, de cet humus dans un sol moyen en France, dans un champ, une prairie, une forêt, l'âge moyen, c'est entre 100 ans et 1000 ans. Donc c'est quelque chose qui dure, d'ailleurs qui présente un intérêt pour le changement climatique, on y reviendra. Mais donc, cette chose qui dure, qui donc est pleine d'azote et de phosphore, que tous les êtres vivants convoitent, faut aller le récupérer. C'est compliqué. Et donc ça, les plantes ne savent pas le faire toutes seules. Elles passent par des associations directes ou indirectes avec les micro-organismes du sol, et notamment les champignons. Ici, vous avez des racines qui sont emballées dans des filaments de champignons, et c'est les filaments de champignons qui font le travail. C'est eux qui vont chercher l'eau, le phosphore, l'azote,
phosphore c'est très important, et qui vont donc alimenter la plante. Quand on dit la plante se nourrit grâce à ses racines, en fait c'est faux, elle se nourrit grâce à son association avec les champignons. Donc une fois qu'on a remonté, vous voyez que le sol, au fond, c'est à la fois quelque chose de très ambivalent, le sol. C'est nécessaire à la croissance de la plante parce que c'est là-dedans qu'on va trouver l'azote, le phosphore, etc. Mais le sol, c'est aussi la production de la plante via la mortalité de la plante. Et on est sur des dépendances. De toute façon, le monde vivant, c'est ça. C'est des dépendances qui s'enchaînent comme ça, à l'infini. Alors, l'autre point important, c'est ce qu'on appelle les chaînes alimentaires. Je vous ai dit qu'à quelques exceptions près, encore une fois, quelques pourcents près, la totalité de la matière vivante végétale sur Terre donc, est issue de la photosynthèse. Et seules les plantes savent faire ça. Les animaux, et nous sommes des animaux, nous ne savons pas faire ça. Vous ne vous nourrissez pas à partir du CO2 de l'atmosphère. Vous vous nourrissez de quoi? De plantes ou d'animaux qui ont mangé des plantes. Donc, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais finalement, nous ne sommes rien d'autre que des plantes transformées. C'est ça que nous faisons. Nous allons manger de l'herbe directement ou indirectement. Après, nous bricolons nous-mêmes ces molécules que nous avons ingérées et nous fabriquons notre propre matière vivante. Donc sur Terre, tout démarre tout le temps des plantes. Les plantes sont les créatrices de cette matière vivante, qu'elle soit animale, microbienne ou végétale, évidemment. Donc on est complètement dépendant de ce niveau-là, c'est valable sur Terre, c'est valable évidemment dans les océans. Donc quand on parle de l'arbre, alors toutes les plantes font ça, mais encore une fois, en masse, c'est l'arbre qui domine la planète Terre. Vous voyez l'importance déjà. S'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de vie sur Terre. On est vraiment. Si vous devez coloniser Mars, d'ailleurs, on se pose ces questions, vous devez vous débrouiller pour embarquer avec vous quelque chose qui fait de la photosynthèse. Donc qui probablement va ressembler à une plante. Donc vous avez les plantes, ensuite les herbivores, les carnivores, et ainsi de suite. Et donc les humains qui sont souvent plutôt en fin de chaîne. Donc on repose sur toute cette pyramide alimentaire, c'est bien connu. Alors, quand aujourd'hui on parle de ces enjeux autour du vivant, le mot qui vient très très vite, c'est le mot biodiversité. Voilà. On a des arbres, on a des plantes variées. Il y a sans doute à la surface de la planète aux alentours de 10 millions d'espèces d'arbres, d'animaux, dont une grande majorité dans le sol d'ailleurs, qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on appelle la biodiversité. Donc il y a une très grande diversité végétale sur la planète, j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Et donc un premier graphique, je vais vous montrer pas mal de graphiques scientifiques, je suis là pour vous montrer ce qu'on sait, et puis vous dire aussi ce qu'on ne sait pas, qui fait le lien, c'est une manip extraordinaire qui a été conduite en Chine. Alors pourquoi en Chine? Parce qu'ils ont créé des forêts artificielles avec une espèce d'arbre, 2 espèces d'arbres, 3 espèces d'arbres, 24 espèces d'arbres. Tout ça répliqué un certain nombre de fois sur 2 sites, enfin un truc absolument monumental en termes techniques. Il n'y a que les Chinois qui puissent faire ça, en fait. Et donc, ils ont fait pousser, ils ont regardé le comportement de forêt et ils ont montré, ce qu'on savait déjà un petit peu, mais c'était une confirmation expérimentale magnifique, que finalement, plus vous avez d'arbres mélangés en termes d'espèces, plus vous produisez de bois. Au passage, donc, il n'y a pas incompatibilité nécessairement entre maximisation de la biodiversité et profit économique. Ça avait été montré de la même façon sur des systèmes herbacés. C'est une loi générale aujourd'hui. Plus vous augmentez le nombre d'espèces, plus vous augmentez la productivité en général, il peut toujours y avoir une exception, et plus vous augmentez également la résistance aux perturbations, notamment à la sécheresse. Donc là, dans ces forêts expérimentales, ils ont regardé aussi donc, 24 espèces d'arbres mélangées, une jusqu'à 24. On regarde les espèces d'arthropodes. Les arthropodes, c'est les insectes, les araignées, ce genre de choses. On regarde ça dans une forêt. On a fait la même manip sur une prairie. Et on voit qu'il y a une corrélation positive entre le nombre d'arbres et la biodiversité animale. Plus vous avez de diversité végétale, plus vous mélangez les espèces végétales, plus en fait vous entretenez une grande diversité animale. Et donc, on comprend bien, quand j'ai dit avant que
de toute façon, en termes de nourriture, tout reposait sur le monde végétal. Plus vous diversifiez le végétal, plus vous diversifiez les sources de nourriture, et donc plus vous augmentez la diversité animale. Et c'est à peu près la même chose, même si c'est parfois un peu moins clair quand même, pour le monde microbien. Donc premier point, si je résume, l'arbre, c'est le fabricant, c'est la fabrique du vivant. C'est vraiment tout part de là. Mais c'est aussi, en partie, la fabrique du climat. Un arbre, il fait deux choses par rapport au climat. Première chose, c'est une très grande découverte qui mériterait le prix Nobel. Il intercepte la lumière. Et donc, il change le climat local. On vient de redécouvrir que finalement, il fait quand même moins chaud à l'ombre qu'au soleil. Et donc, par conséquent, quand vous avez un arbre, il modifie les conditions de vie de tout un tas d'autres organismes. Ça peut compliquer la vie à certains organismes, ça peut la faciliter pour d'autres. Donc, c'est aussi une manière d'entretenir la diversité. Et donc, j'y reviendrai évidemment, il va donc modifier les conditions microclimatiques. Rien que parce qu'il y a interception de la lumière. D'ailleurs, la fonction d'un végétal, d'un arbre, c'est d'intercepter la lumière, puisque c'est comme ça, puisque la lumière va être le moteur pour fabriquer ces molécules organiques à partir du CO2. Et puis, il a des racines, je l'ai dit, et une des fonctions des racines, c'est d'aller chercher de l'eau. Alors vous allez me dire, c'est normal, un être vivant a besoin d'eau, tous les êtres vivants ont besoin d'eau, mais chez les arbres, il y a plus que ça. Les arbres, ils ont des feuilles qui sont exposées au soleil, c'est le but. Sauf que le soleil, ça chauffe. Et quand vous chauffez beaucoup, vous risquez de dégrader, du coup, de détériorer un certain nombre de molécules, par exemple des protéines qui sont impliquées dans la photosynthèse dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est pas possible. Donc il faut lutter contre l'échauffement de ces plantes. Et donc les plantes font ce que font les animaux, ce que font les humains. Quand il fait chaud, on se met à transpirer. Pourquoi ? Parce que transpirer, ça veut dire transformer de l'eau liquide, celle que vous avez dans votre corps, en eau vapeur. Ça consomme de l'énergie, donc ça va dans le sens du refroidissement. Donc les plantes transpirent, les animaux transpirent pour abaisser leur température, sinon il risque d'y avoir des dégradations irréversibles d'une partie de la machinerie, de certains enzymes, que sais-je. Vous risquez de dégrader la mécanique qui fait tourner les êtres vivants. Donc cette transpiration va modifier évidemment aussi le climat local. Et en ville, on va y revenir, c'est évidemment très important. Alors, quand on a plein d'arbres les uns à côté des autres, c'est-à-dire ça s'appelle une forêt, comme vous savez, ce processus de transpiration, il émet dans l'atmosphère des quantités colossales de vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau, à un moment donné, dans l'atmosphère, elle retombe, ça s'appelle la pluie. Il y a des phénomènes de condensation, ça s'appelle la pluie. Et donc finalement, à grande échelle, là on ne parle plus de l'échelle locale dans une ville, on parle plutôt de centaines de kilomètres, mais vous avez tout un système de recyclage. En gros, vous avez l'eau qui s'évapore de l'océan, qui fait de la vapeur d'eau se déplace, elle retombe en pluie sur des arbres. L'eau passe dans le sol, les arbres récupèrent l'eau, font de la transpiration parce qu'il fait chaud, donc refont de la vapeur d'eau qui continue à se déplacer et qui va retomber en pluie de 100 ou 300 km plus loin. Et ainsi de suite. Donc on s'aperçoit en fait qu'il y a un relais de transfert d'eau grâce à ce système précipitation-évaporation via la transpiration et qui va permettre comme ça, au fond, de recycler l'eau et de la faire retomber plusieurs fois et donc d'alimenter toute une chaîne d'écosystèmes. Ça pose même parfois des problèmes géopolitiques. À une époque, je ne sais pas trop où on en est aujourd'hui, mais j'entendais, j'y allais assez souvent à l'époque, le gouvernement du Burkina Faso, par exemple, râlait après le gouvernement de Côte d'Ivoire, parce qu'au Burkina Faso, on avait des sécheresses qui allaient en augmentant, et les gens du Burkina disaient « mais c'est de votre faute à vous, la Côte d'Ivoire, parce que vous avez coupé vos arbres ». Sur le fond, ils n'avaient pas complètement faux. C'était évidemment pas la seule explication, mais en coupant les arbres, vous coupez ce système de recyclage.
Alors, ça ne va pas jouer à l'échelle de la région Île-de-France, par exemple. Ce n'est pas parce qu'on va planter plus d'arbres en Île-de-France qu'on va avoir plus d'eau qui va tomber. Hein. Ça peut contribuer plus loin. Il y a une question de distance. Enfin, ça contribue partout, mais ça devient epsilon. Donc, une fois qu'on a parlé du climat, de la température, des transferts de matière, de la biodiversité, etc., on a parlé de quoi, en fait? On a parlé de ce qu'on appelle l'écosystème, tout simplement. Et donc, l'écosystème, au fond, c'est tous ces réseaux d'échanges, les carnivores, la prédation, la compétition, la collaboration, le vivant qui s'adapte au milieu physique, mais qui modifie le milieu physique. Quand vous faites de l'ombre, vous modifiez le milieu physique, donc ça a des conséquences en chaîne. Et évidemment, comme je l'ai dit, dans nos systèmes terrestres ou océaniques, tout va reposer à la base finalement sur cet élément végétal. Voilà, alors maintenant qu'on a rappelé un petit peu ça, donc il montre finalement l'importance, j'ai envie de dire, on emploie souvent des grands mots à tort et à travers, mais là je crois qu'on peut dire que c'est vraiment une importance stratégique pour le fonctionnement de la planète. On va rentrer plus dans le détail sur ce qui se passe en ville, en se calant par rapport à deux grands enjeux majeurs environnementaux que vous connaissez tous, en principe, mais là peut-être des éléments chiffrés pour le coup. Le premier problème, premier enjeu à la fois local, régional, mondial, c'est la crise de la biodiversité. Ici, vous avez les années 1990 à 2020, et vous avez ce qu'on appelle l'abondance des oiseaux communs. Alors l'abondance, c'est quoi? C'est le nombre d'individus oiseaux, tout simplement. Et on a regardé ça par groupe d'oiseaux, donc toute espèce confondue. On a regardé ça dans les oiseaux dits communs des milieux bâtis, donc les villes. On a regardé ça pour les oiseaux communs des milieux agricoles et des milieux forestiers. Donc ça, comment on a ce genre d'indication? C'est un réseau d'observateurs. Hein. Ce sont des naturalistes amateurs pour la plupart, qui sont formés, qui font donc régulièrement des enregistrements, des circuits, des observations, etc., qui font remonter ça au Muséum d'histoire naturelle, qui va générer à partir de ça l'indicateur qui est quasiment le seul indicateur officiel national sur l'évolution de la biodiversité, qui est un indicateur oiseau, et qui nous montre que donc de 1990 à 2020, sur les milieux agricoles, on a perdu 36% d'individus, toutes espèces confondues. 36% sur 30 ans, oui, à peu près, ça fait en gros 1% par an d'oiseaux en moins. Il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour voir quand on risquerait de se rapprocher du zéro, quoi. Même topo sur les milieux bâtis, donc les milieux urbains essentiellement. Pareil, à peu près 1% de perte d'oiseaux communs par an. Donc ça, c'est assez catastrophique. C'est confirmé, alors un peu plus, un peu moins, par les données européennes sur les oiseaux. Les oiseaux, c'est assez facile à observer. Et puis, comme ils mangent soit des insectes, soit des graines, ils intègrent aussi ce qui se passe en dessous. Donc, ça donne une bonne image, un bon indicateur. Donc là, c'est assez inquiétant. Par contre, vous voyez que dans les milieux forestiers, on n'a pas de variation significative. Alors ça, c'est un point très important et qui précise les enjeux autour de l'arbre. C'est que dès que vous diminuez la pression, ou dès que vous supprimez une pression, vous avez un résultat immédiat en termes de biodiversité. Très très vite, vous allez avoir une remontée, par exemple, de l'abondance des oiseaux. C'est-à-dire ça, c'est quand même intéressant à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, dans la crise de la biodiversité qui est sévère, vous le voyez, 1% par an, en fait, il y a encore une capacité de réponse positive. Si on fiche la paix, en gros, pour parler clairement, à la biodiversité, elle se rétablit assez rapidement. Et pourtant, les milieux forestiers en France sont quand même assez lourdement exploités. Hein, donc, c'est pas non plus, c'est pas des milieux vierges, quoi. Mais on voit bien qu'un petit effort sur la pression donne des résultats. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et évidemment, la ville, on va le voir, a à répondre, comme d'autres territoires, à cet enjeu de perte de la biodiversité. Et puis, vous avez bien entendu le changement climatique. Bon, tout le monde a entendu parler de ça. J'y reviendrai tout à fait à la fin de mon exposé.
Bon, on est actuellement sur une trajectoire. La trajectoire actuelle que l'on suit nous donne 3 degrés supplémentaires en 2100 de moyenne mondiale. Donc pour la France, ça correspond à une augmentation de température de 4 degrés ou un peu plus de 4 degrés. Alors ça ne parle pas trop, mais j'y reviendrai aussi tout à l'heure. C'est un... Il y avait une séance tout à l'heure à l'Académie des sciences, on a encore réabordé ce sujet. Ça va quand même très très vite. Le changement climatique, en fait, va plus vite que ce qui a été anticipé il y a encore une dizaine d'années. Donc il y a une urgence absolue de ralentir ce processus, parce qu'en clair, si vous êtes à 3 degrés, enfin une moyenne mondiale dans 4 degrés en France, en 2100, le mot adaptation devient difficile à gérer. On va y revenir tout à l'heure. Donc on a cet enjeu-là aussi, qui va concerner les territoires urbains, et là aussi bien en termes de contribution au changement climatique qu'en termes d'évitement des effets de ce changement climatique, notamment sur les humains, qui sont exacerbés, on va le voir, en milieu urbain. Alors, premier enjeu, la biodiversité. Vous avez 2 cartes ici de l'Europe. À gauche, vous avez ce qui est artificialisé au sens strict, c'est-à-dire les surfaces couvertes par les villes et par les infrastructures de transport, en gros. Donc, à l'échelon européen, on est sur 5% en moyenne. En France, on est un peu au-dessus, on est plutôt aux alentours de 10% d'artificialisation, avec cette définition. Et puis le reste du territoire, il y a une partie couverte par des forêts et une partie couverte par l'agriculture. Et sans rentrer dans le détail de cette carte, plus les couleurs l'indiquent le niveau d'intensification de l'agriculture. Donc en fait, quand on regarde l'Europe du Nord-Ouest, en gros, on est sur des zones d'agriculture intensive et sur des zones qui sont très fortement urbanisées et fragmentées, découpées en morceaux par les infrastructures de transport. Donc ça, par rapport à toutes les connaissances qui sont disponibles, et parfois depuis 50 ans ou 100 ans, sur la dynamique du vivant, on est sur des zones qu'on peut qualifier d'hostiles à la biodiversité et au monde vivant, parce que on manque d'habitat. Ces surfaces transformées ne sont pas disponibles pour les organismes, tout simplement. Et puis, un milieu qui, en termes de qualité de l'environnement, si j'ose dire, peut être très négatif pour le vivant. Bon, ce n'est pas le lieu aujourd'hui de parler des pesticides, mais ça a été bien identifié comme étant un élément majeur, évidemment, de diminution de cette biodiversité. Donc on voit qu'on est, nous, ici, dans ces territoires qui sont hostiles aux vivants. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que ce qu'on fait, ce qu'on peut faire dans nos villes, a une signification, une importance majeure. La biodiversité, elle bouge dans l'espace, elle se déplace, surtout avec le changement climatique. Le changement climatique, c'est la migration des zones climatiques. Si vous prenez 1 degré de moyenne mondiale supplémentaire, selon les modèles, ça veut dire que les zones climatiques, donc les zones de pluie, les zones de température, remontent dans l'hémisphère nord, vers le nord, de 100 à 150 km. Et si vous faites 3 degrés d'ici 2100, voilà, vous faites la multiplication, on est entre 300 et 450 km de déplacement de zone climatique. Donc il faut que la biodiversité se déplace avec. Et donc évidemment, quand on voit ça, on est sur une série d'obstacles terribles. Donc tout ce qu'on peut faire pour améliorer la perméabilité finalement des milieux urbains et des milieux agricoles à la biodiversité, c'est juste la bonne réponse par rapport à la mobilité des espèces, qui est un enjeu finalement très important aujourd'hui de maintien de cette biodiversité. Alors comme je l'ai dit en plus, on est dans des milieux qui sont fragmentés. Si vous prenez les espaces verts dans une ville, typiquement vous avez des patchs comme ça, qui sont plus ou moins isolés les uns des autres. Alors cet isolement, il a 2 conséquences. Conséquence immédiate, encore une fois, c'est la circulation des espèces qui est difficile. Or ça, c'est embêtant parce que cette circulation permet de réguler les populations. Imaginez un champ de maïs avec 2 patchs forestiers. Pour une raison X, d'un côté, il y a plein de nourriture cette année, de l'autre, il y a moins de nourriture. Il va y avoir un transfert des espèces de là où il y a moins de nourriture vers là où il y a plus de nourriture. Donc en fait, ça va permettre la circulation et le maintien des populations. Et puis, plus important à long terme,
en ayant cette circulation des espèces, vous avez le brassage génétique. On mélange l'information génétique. Et ça permet de lutter, par exemple, contre la consanguinité, hein, pour parler de façon claire. Ça permet d'entretenir cette diversité qui, par ailleurs, est un élément clé pour le maintien du vivant. Donc, dans nos contrées, pour dire ça comme ça, en termes de biodiversité, c'est manque d'habitat, d'une part, et fragmentation des habitats qui compliquent la circulation. Alors, en Île-de-France, on en est où? Donc ici, je vous ai mis la répartition en termes de surface des terres franciliennes. Donc vous avez 24% de forêt en Île-de-France. La moyenne nationale, actuellement, c'est 31%. La forêt française, en gros, a augmenté considérablement depuis 1820, 1850, quelque part par là. Donc l'Île-de-France en forêt, c'est 24%, la France, c'est 31%. Les terres labourées en Île-de-France, c'est 43%. C'est plus élevé que la moyenne nationale. Donc on est en fait une région agricole, on n'a pas toujours ça en tête. Hein. C'est beaucoup de plaines céréalières en fait, hein, en Île-de-France. Et puis on a des prairies, où là encore on est un peu en dessous, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'élevage, hein, en Île-de-France. Donc on est en dessous de la moyenne nationale. Mais si vous regardez l'ensemble, on est à peu près à 3/4 du territoire qu'on peut considérer comme plus ou moins naturel, on va dire, donc qui peut jouer un rôle sur la biodiversité. Alors nous, où on se situe, donc pour répondre à la question, je vais aller voir les outils cartographiques disponibles. Alors évidemment, dès qu'on commence à rentrer dans les chiffres, il ne faut pas chipoter sur 1% en plus ou en moins, parce qu'il y a forcément des variations sur les méthodes de calcul, d'observation, et donc d'une base à l'autre. Donc là, je suis allé sur l'outil carto-végétation, là, qui est en cours de développement entre FNE Île-de-France et puis l'ARB, l'Agence régionale de la biodiversité. Donc, si j'ai pris l'exemple du département du Val-de-Marne, on est à 49% de surface végétalisée. Ce qui n'est pas si mal que ça. Pour la région Île-de-France, c'est une des régions les plus denses, en particulier dans son cœur, j'y reviendrai, de la planète, parce que notamment on a des massifs boisés assez importants aussi, hein, le bois Notre-Dame, etc. Donc une situation relativement élevée, je trouve, par rapport à l'image qu'on peut avoir de ce département. Donc on frise, vous voyez, les 50%. À Saint-Maur, la même base de données vous donne 40% de surface végétalisée, tout confondu. Donc là, on est plutôt pas mal aussi. Évidemment, là-dedans, il y a un poids assez important. Ça a été dit avant, des jardins privés et puis des bords de Marne aussi, probablement. Si je regarde maintenant l'élément vedette du jour, c'est-à-dire les arbres, donc ce qu'on appelle l'indice de canopée. Donc l'indice de canopée, c'est vous prenez la surface des arbres et vous projetez au sol et vous regardez le pourcentage de sol qui est couvert par ces couronnes. Donc là, la base de données nous donne 33% sur le Val-de-Marne de projection au sol, donc d'indice de canopée, donc un tiers en gros de la surface. Vous êtes censé être sous un arbre sur un tiers du département. Et puis sur Saint-Maur, on est pratiquement à la même valeur, oui c'est ça, 31% d'indice de canopée. Donc vous voyez que, évidemment, on est en dessous, on va dire, des scores qu'on obtiendrait en moyenne à l'échelon national, hein, mais on va dire qu'on est plutôt sur quelque chose de pas trop mal, compte tenu de la taille de nos organisations administratives, des limites communales et des limites départementales et de la population. Le Val-de-Marne, je ne sais plus combien c'est quoi, c'est 1,8 million, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. Donc c'est quand même beaucoup de personnes. Alors la question aussi, évidemment, de ce genre de représentation, c'est OK, on a ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait avant et qu'est-ce qu'on aura dans le futur? Donc avant de dire c'est bien, c'est pas bien, il faut aussi se poser ce genre de questions. Alors malheureusement, on n'a pas forcément les réponses sur tout, hein, c'est pas complètement évident, notamment l'indice de canopée, c'est un peu compliqué d'avoir des évolutions temporelles.
Mais on a par exemple un indicateur officiel donc, qui est produit par l'Institut Paris Région, qui regarde la surface d'espaces verts publics. Donc c'est très particulier comme... Donc c'est les parcs, et puis à Saint-Maur, il y aurait le Tour de Marne. Là, les données ne sont pas bonnes. On est passé ces dernières années de 10 mètres carrés par habitant d'espaces verts publics, hein, donc ça compte qu'une partie des espaces verts, encore une fois, à 9 mètres carrés. 10 mètres carrés, 9 mètres carrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que on ne construit plus d'espaces verts nouveaux, etc. Non, il y a la mise en place de nouveaux espaces verts dans la région Île-de-France. Hein. Sauf que, évidemment, la croissance des espaces verts est plus faible que la croissance de la population. Et donc, ça permet de poser une question alors, qui est très passionnelle, qu'on a du mal à poser de façon calme, qui est la question en fait, de la densité de population et de la compatibilité entre des hautes densités et puis cet enjeu de la biodiversité. Alors, j'ai dit tout à l'heure que, une partie de la légende qui est mangée, un des enjeux, c'était la création d'habitats. Alors ici, vous avez une étude qui a été réalisée à travers le monde, donc qui nous donne des connaissances générales, donc robustes, sur lesquelles on peut s'appuyer pour agir, qui montre en gros que plus vous augmentez la taille des unités de végétation, en fait, plus vous augmentez la diversité, le nombre d'oiseaux, et le nombre ici d'oiseaux nicheurs et d'oiseaux migrateurs dans cette étude. Ça aussi, cette observation correspond à des théories qui ont été formulées il y a plus de 50 ans. C'est la théorie des îles de MacArthur Wilson, enfin, vous pourrez regarder ça sur Internet si vous voulez, qui dit que, oui, c'est pas très compliqué à comprendre d'ailleurs, plus un habitat est grand, plus il y a d'espèces. Voilà. Et donc effectivement, ça se confirme. On a bien sur ce groupe d'oiseaux, on a un effet positif de la biodiversité. Donc comme habitat, ça ne se voit pas sur les oiseaux migrants, puisque ce n'est pas un habitat spécifique, obligatoire, pour les oiseaux, comme pour les oiseaux nicheurs. Connectivité, j'ai dit tout à l'heure, on a des patchs, on circule ou pas entre les éléments. Donc là aussi, une étude qui date de 2015, qui a regardé l'impact dans une ville de la connectivité, c'est-à-dire de la relation qui existe entre les différents milieux naturels et comment ça joue sur la diversité totale. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un petit peu compliqué. Ce schéma montre que sur un certain nombre d'indicateurs, par exemple le pourcentage d'espaces verts, c'est ce que je viens de dire avant, ou la distance à une pièce d'eau, un certain nombre d'indicateurs montrent leur effet positif sur la biodiversité. Et surtout, ils permettent de hiérarchiser les éléments qui jouent en faveur de la biodiversité, dont on peut se servir après pour mener une politique. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, mais il y a aussi plein de choses qu'on sait et qu'on peut utiliser. Donc là, en gros, ça se confirme, la surface des espaces verts est un point qui va lourdement impacter la biodiversité locale, et la présence de corridors, c'est-à-dire de liens. Donc à la campagne, le lien, ça peut être des haies, par exemple, entre deux forêts, ou en ville, ça peut être les arbres d'alignement entre deux parcs, par exemple. Donc si on veut avoir une biodiversité intéressante, il faut essayer d'agir sur ces deux aspects-là, surface d'habitat, et puis connectivité entre ces habitats. Alors là, je m'inquiète parce que, oui, ça arrive. C'est pas du tout l'image que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave. C'est une étude donc, qui a été réalisée en France, celle-là, à Rennes et Lens. C'est une expérience, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'études où on décrit les choses. Et là, on a fait une expérience sur l'importance, justement, de la connectivité, de la possibilité pour les espèces de se balader. Donc, ils ont fait ça, vous voyez, à Rennes et à Lens, sur des papillons et des oiseaux.
Et le résultat, alors comment ils ont fait? Pour les papillons, ils ont fait ce qu'on appelle marquage, capture, recapture. Vous attrapez des papillons, vous mettez un petit point de couleur sur le papillon, vous le relâchez dans un milieu où il y a de la connectivité et un milieu où il n'y en a pas, et puis après vous revenez, vous récupérez les papillons, et donc évidemment, plus c'est connecté, plus vous arrivez à les récupérer, et moins c'est connecté, moins il y en a, et donc ça vous montre, ça vous quantifie l'impact de la connectivité sur les papillons. Puis ils ont fait la même chose sur les oiseaux, avec un signal sonore, on les appelle, et ils doivent traverser une zone connectée ou pas, et on regarde tout simplement le nombre d'oiseaux qui arrivent à traverser les zones. Et évidemment, ceux qui sont confrontés à une zone non connectée par de la végétation en particulier, le résultat est évidemment moins bon que dans le cas, la mobilité est inférieure à ce qu'on a sur une zone qui est connectée. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur le graphique suivant. Voilà. Ici, vous avez haute connectivité et basse connectivité. Donc les papillons qui sont récupérés et recapturés, il y en a beaucoup plus dans la zone connectée. Et pour les différents oiseaux, les différentes espèces, on a également moins d'oiseaux qui répondent à l'appel sonore et qui parcourent une grande distance dans une zone non connectée que dans une zone connectée. Bon, bref, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. On commence à avoir maintenant de bons éléments quantitatifs qui montrent qu'effectivement, la mobilité est clé, mais ça c'était prédit par les théories, et c'est démontré par l'observation ou par l'expérimentation. Alors il y a une connectivité qui est ultra importante, dont on parle souvent moins, c'est celle du sol. Vous savez que dans nos villes, la plupart du temps, on plante les arbres de façon isolés, ils sont corsetés dans le béton dans beaucoup d'endroits. Donc bien sûr, j'y reviendrai tout à l'heure, ça modifie fortement le sol. Et puis surtout, ça agit sur la circulation de la faune du sol, les vers de terre, etc. Bon, on se dit vers de terre, c'est pas très grave. Oui, sauf que les vers de terre, quand on regarde ce que ça fait dans un sol, ça stimule l'activité microbienne, donc ça stimule la production de l'azote et du phosphore utilisables par la plante. Donc ça va jouer indirectement sur la croissance de l'arbre. Et puis un ver de terre, comme vous savez, se fait des trous, fait des galeries, donc ça permet à l'eau de s'infiltrer. Sinon elle ruisselle et elle vient inonder les rues. Donc en fait, la faune du sol, la diversité du sol, va en fait déterminer la qualité de vie finalement de l'arbre, et donc indirectement jouer sur sa croissance. Et puis, via les micro-organismes, notamment les champignons, c'est pas complètement clair, il y a encore du travail à mener là-dessus, il y a peut-être des relations qui s'établissent entre les arbres. Alors, c'est pas l'arbre qui communique avec l'autre au sens où nous on parle, et voilà, ça c'est sans doute... Enfin, pour l'instant, il n'y a aucun élément pour dire ça. Il y a peut-être quand même des échanges éventuellement de nutriments, de choses comme ça, dans certaines circonstances, via les champignons. Alors évidemment, si vous avez quelque chose qui est fermé, tout ça ne marche pas. Les vers de terre, dans ce cas-là, s'il n'y a pas une capacité à mélanger le patrimoine génétique des vers de terre, etc., on a des populations qui ne tiennent pas le coup. Donc aujourd'hui, alors maintenant ça commence à rentrer dans les faits, quand on refait des plantations, on essaye d'ouvrir des fosses tout le long, ce qui permet aussi d'ailleurs de prévoir des dispositifs qui vont récupérer une partie des eaux de ruissellement, donc ça diminue les risques de ruissellement par rapport aux biens et aux personnes, et ça donne de l'eau à l'arbre. Voilà. Et j'y reviendrai tout à l'heure, s'il n'y a pas d'eau, c'est pas bon pour le climat local. Alors, sur les arbres, je reviens sur les arbres. Ici, vous avez, alors ça a été fait au Chili, ici dans la ville de Santiago du Chili, où ils ont vraiment regardé de très très près le pourcentage de sol couvert par la canopée, donc 30%, on est aux alentours du chiffre que j'ai dit tout à l'heure pour Saint-Maur, et on s'aperçoit que la diversité des espèces, elle est corrélée positivement à également cet indice de canopée. Bon, je crois qu'on peut se dire qu'il y a une règle générale qui fait que si vous augmentez la diversité végétale, et puis finalement la bonne santé des arbres en particulier, vous augmentez la diversité totale. Donc si un de nos objectifs, c'est de lutter contre la crise de la biodiversité, l'effondrement de la biodiversité, on parle de 6e crise d'extinction, c'est pas rien, et bien là on a un outil qui marche, et j'ai montré avant que la biodiversité, elle répond très vite dès qu'on améliore la situation localement.
Alors, quand on parle de diversité des arbres, ça veut dire quoi? Ça veut dire mélanger les espèces. Ça aussi, il y a beaucoup de progrès à faire. Il y a encore beaucoup trop de rues. C'est comme ça que c'était historiquement. On a la même espèce de chaque côté de la rue. Ça, c'est pas terrible en termes de résilience. Il faut mélanger les espèces. Alors bon, peut-être que dans certains endroits, pour des questions de perspective ou de patrimoine historique, par exemple, c'est pas une bonne idée. Mais partout où on peut mélanger les espèces, s'il vous plaît, mélangez les espèces. Et voilà, quand il manque un arbre quelque part, il vaudrait mieux replanter une espèce différente plutôt que de se dire, voilà, il me manque un tilleul, je vais remettre un tilleul. Ben non, on peut mélanger les espèces. Mais il n'y a pas que les espèces. Il y a la diversité génétique, j'y reviens. Ça, c'est le point obscur de nos discours sur la diversité et puis des pratiques. Alors, c'est une petite étude qui a été réalisée par des collègues dans mon labo. Ils sont allés voir la diversité génétique des tilleuls argentés dans les rues de Paris. Paris intramuros. Bon, c'est une étude de biologie moléculaire, donc les résultats sont... Il faut vraiment être spécialiste pour y comprendre quelque chose. Moi-même, j'ai du mal à m'y retrouver. Donc, je vous résume les résultats. En gros, sur le tilleul argenté, on a en fait 5 espèces de tilleuls. Enfin, il y a le tilleul argenté et 4 autres espèces de tilleuls dans les rues de Paris. En fait, évidemment, c'est des clones, et c'est surtout un nombre limité de clones. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, sur le tilleul argenté, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, on a 3 clones. 3 groupes génétiques différents seulement. Et dans certaines rues, vous avez le tilleul argenté des deux côtés de la rue, et en plus, c'est un clone unique. Donc, diversité spécifique, 0. Diversité génétique, 0. Alors là, c'est le paradis pour le prochain parasite, virus ou je ne sais pas quoi. Et on ne peut pas faire mieux. La contamination foudroyante garantie, puis évidemment, perte de la capacité de résilience, par exemple, par rapport aux épisodes de canicule. Alors, quand on discute avec les services techniques, ils savent ça, évidemment. La diversité génétique, c'est important, mais ils nous disent... Oui, mais les fournisseurs, il n'y a pas de traçage génétique. Et puis, les fournisseurs, ils fonctionnent beaucoup à partir de clonage, en fait. Moi, je réponds, dans ce cas-là, les pouvoirs publics, s'ils disent à partir de maintenant, je veux de la diversité génétique et je veux du traçage génétique, ils vont s'adapter. Il faut faire pression, parce que c'est un marché, tout simplement. Donc. Mais c'est un point qu'on oublie. Et c'est presque aussi important dans la capacité à résister, enfin, la capacité de résistance aux maladies, notamment. Ça a été montré pour les arbres, pour le blé, pour le riz en Chine, etc. La diversité génétique, le mélange des variétés, c'est un point absolument clé. Voilà, alors sur la biodiversité, j'ai à peu près dit les choses essentielles. On peut en rajouter évidemment pendant très très longtemps, mais je ne vais pas complètement vous assommer. On va dire quelques mots maintenant sur le changement climatique, du coup. Alors, de nouveau, vision globale. Ça, c'est les émissions en gigatonnes, donc milliards de tonnes, en 2023. Donc on frise les 40 milliards de tonnes, quoi. C'est à peu près comme ça tous les ans. Donc d'où ça vient? Ça vient 90% de l'industrie, les transports, etc. Et puis 10% quand même de la déforestation et des activités agricoles. Des activités agricoles via les ruminants, mais via aussi vers la perte de matière organique dans les sols cultivés, contribuent évidemment à l'émission de gaz à effet de serre, même si après, elle en repiège une bonne partie, comme on le voit sur la droite du schéma. Donc, ces 40 milliards de tonnes, pour aller vite, où vont-ils? Ils vont, pour un quart, dans l'océan, diffusion du CO2 dans l'océan, et donc acidification de l'océan, notamment. Il y en a 28% qui, encore aujourd'hui, semblent être piégés par la végétation et secondairement par les sols, puisque, encore une fois, les sols, c'est de la matière végétale morte, ni plus ni moins, la matière organique. Et puis le reste, donc aux alentours de 45%, ça reste dans l'atmosphère, et c'est ça qui provoque évidemment le changement climatique. Donc quand on voit ça, et ça c'est identifié et dit depuis des décennies aussi, on se dit, si j'arrivais à bricoler sur les arbres et les sols, stocker plus, j'aurais un impact significatif sur le climat, et donc je pourrais ralentir, si ce n'est annuler, ralentir le changement climatique. Et d'ailleurs, dans toutes les politiques, y compris dans la politique française, on compte beaucoup sur la forêt pour
stocker du carbone et donc pour arriver à la neutralité carbone aux alentours de 2050 ou quelque chose comme ça. Sauf que, ça a été bien montré tout à l'heure à l'Académie des sciences, sauf que cette captation du carbone, il est en train de diminuer très fortement à cause des maladies notamment et des épisodes de sécheresse. Donc en fait, cet allié forêt est en train de commencer à battre de l'aile. C'est dommage, hein, parce que 1 mètre cube de bois, qu'il soit en forêt ou dans une rue, c'est en gros 500 kg de carbone. Et 500 kg de carbone, ça correspond à 1,83 tonne de CO2 en moins dans l'atmosphère. Donc c'est colossal. Ça, c'est 1 tonne de bois. Quand vous prenez une forêt française tempérée standard, vous avez 80 tonnes de carbone, donc vous multipliez par 3,7 pour faire le CO2, 80 tonnes de carbone dans les arbres vivants, partie aérienne, partie souterraine un peu plus floue, et 80 tonnes dans le sol. Donc vous voyez, ça fait 600-700 tonnes d'équivalent CO2 en moins dans l'atmosphère par hectare de forêt. Donc on s'excite beaucoup sur la forêt en disant qu'il faut en mettre partout, etc. Ce qui est évidemment pas possible. Mais voilà. Et actuellement, l'efficacité de piégeage est en train de diminuer et on ne sait pas très bien quoi faire d'ailleurs. Alors en ville, qu'est-ce qui se passe? Petite étude aussi qu'on avait fait au laboratoire. Quand on plante un arbre en ville, alors ça dépend des communes, mais en gros on fait un trou, et puis souvent on remet de la terre neuve en fait. Donc c'est presque une plante en pot, un arbre en ville. Donc on s'est dit, on va regarder ce qui se passe dans le sol sous l'arbre, et notre prédiction c'était, au bout de 70 ou 80 ans, c'est à peu près la durée de vie d'un arbre en ville, ça dépend des espèces bien sûr, il ne va pas rester grand-chose dans le sol, quoi. Et bien, surprise, ici un arbre jeune, 30 ans, 70 ans à peu près. On regarde le carbone dans le sol, dans la partie superficielle, entre 10 et 20 cm de profondeur ou entre 30 et 40 cm de profondeur. En gros, à la louche, vous avez multiplié par 2 le taux de carbone dans le sol. Donc, qui correspond, encore une fois, à du CO2 en moins. Alors, d'abord, il faut rester calme. Hein. À l'échelon global, ça reste petit, mais si on en croit les climatologues, chaque dixième de ppm qu'on arrivera à récupérer en termes d'augmentation du CO2, ça nous éloigne d'un point de bascule possible. Donc c'est toujours bon à prendre. Et puis surtout, ce carbone dans le sol, c'est de la fertilité. C'est de la matière pour les vers de terre, pour les micro-organismes, pour les plantes qui vont pousser autour de l'arbre, quand on va réouvrir les fosses, par exemple. Donc en fait, on a une amélioration, au moins sur cette partie-là du sol, on a une amélioration de la qualité du sol. Alors on se dit, mais comment c'est possible? On n'a pas de certitude, mais juste pour vous montrer comment ça peut marcher, quand vous avez une plante en pot, les racines pompent, elles pompent de l'azote et du phosphore, parce que ça vient du sol. Mais au bout de... Plus le temps passe, moins il y en a, plus il est rare. Donc que font les végétaux? Et ça a été montré dans des milliers d'expériences aussi. Ils augmentent leur masse racinaire pour explorer tous les coins et les recoins du sol. Donc vous augmentez la masse de racines, donc vous augmentez l'entrée de carbone, qui va mourir. La racine morte, ça va donner l'humus du sol. Donc c'est probablement la conséquence positive pour le carbone du fait que les arbres, ils explorent tout ce qu'ils peuvent pour récupérer leur azote et leur phosphore. Donc vous voyez, c'est une amélioration du sol pour le carbone, pas forcément pour le reste, hein, mais c'était quand même étonnant. Et donc quand on plante des arbres en ville, on contribue à la séquestration du carbone, même si c'est à l'échelon global assez anecdotique, évidemment. Alors dans les villes, on a 2 éléments caractéristiques de l'environnement. C'est la minéralité, évidemment, de l'environnement, et donc souvent des couvertures, le béton, le bitume, etc., c'est souvent des couleurs assez sombres, et vous savez comme moi qu'une surface sombre s'échauffe plus qu'une surface blanche. Hein. Tout le monde a fait ça, on met la main sur la voiture qui est blanche ou noire. La noire, on se brûle, la blanche, tout va bien. Donc c'est un phénomène, c'est quoi? Les surfaces claires réfléchissent l'énergie vers l'espace, et donc quand vous avez absorption de l'énergie sur une surface noire, la surface se réchauffe. Et donc ça contribue à réchauffer l'air. Donc évidemment, dans les villes, on a beaucoup de surfaces sombres. Donc ça, c'est un premier élément qui va contribuer au réchauffement. C'est pour ça qu'on dit,
Il n'y a qu'à peindre le bitume au blanc, ça marchera hein, sur le plan physique, ça marchera. Et puis, l'autre aspect, c'est qu'il y a très peu de végétation. Donc très peu d'interception, très peu d'ombre, et puis très peu de transpiration. Donc ces deux éléments combinés font que dans les villes, vous avez entre 2 et 3, voire 4 degrés de différence entre le centre de la ville, la zone la plus dense, et puis la périphérie. J'ai longtemps travaillé à Paris-Centre, dans le 5e arrondissement. Oui, tous les matins, entre Saint-Maur et Paris-Centre, il y a au moins 2 degrés de différence. Ça c'est tout le temps. Donc c'est quelque chose qui est bien connu, ça s'appelle l'îlot de chaleur urbain. Le problème, évidemment, c'est qu'en cas de canicule, vous avez une canicule à 40, en ville, c'est pas 40, c'est 42 ou 43 ou 44, parce qu'on a déjà 3 ou 4 degrés en réserve, si j'ose dire, de plus. Donc il y a un problème du côté de cet îlot de chaleur urbain. Alors on le voit sur beaucoup d'images, j'ai gardé une image ancienne parce qu'elle est un peu historique, elle correspond à la canicule de 2003. 6 heures du matin, vous voyez ce qui se passe. Ici, vous avez le bois de Vincennes, certains quartiers parisiens, vous avez 8 degrés de différence entre le centre de Paris et puis le bois de Vincennes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très bien quantifié aujourd'hui. Alors, comment faire pour lutter contre cet îlot de chaleur urbain ? Là, de nouveau, l'élément végétal et l'arbre va avoir un rôle majeur. Ici, vous avez le résultat d'un petit modèle, mais qui intègre des résultats d'observation. Situation standard. Prenez une rue relativement étroite, typique de nos villes européennes, avec des arbres de chaque côté sur le trottoir. Et puis on compare donc la température des murs, par exemple, des surfaces. On regarde la température de l'air, etc. On regarde ce qui se passe dans une rue plantée et une rue non plantée. Par exemple, ici, si vous regardez la température de surface, donc ça va être sur le toit, par exemple, vous avez vers 6 heures du matin 10 degrés de différence en termes de capacité de rayonnement de ce toit. Alors le rayonnement, c'est quoi ? C'est de l'échauffement qui va vers l'extérieur, mais c'est aussi de l'échauffement ça rayonne dans toutes les directions, donc dans la maison. Et c'est ce qui vous empêche de dormir. Et ça, c'est bien quantifié aujourd'hui, ça a un impact sanitaire. Si les gens n'arrivent pas à se reposer, c'est un des éléments qui augmente les risques de santé sérieux pour beaucoup de personnes. Si vous regardez la température de l'air à 2 mètres, donc qui est la règle en quelque sorte, je trouve plus le mot, le standard, pour mesurer la température de l'air par rapport aux humains, vous avez dans les heures les plus chaudes 3 à 4 degrés également en moyenne de différence de température. Voilà. Donc, l'humidité de l'air, ça va avec, etc. Donc, là aussi, plein de résultats expérimentaux, de modèles qui montrent que dès que vous avez du végétal en ville, donc dès que vous avez une trame arborée, en fait, vous diminuez très sérieusement la température de l'air. Et ces problèmes donc, de rayonnement qui peuvent avoir des conséquences sur la santé. Alors évidemment, pour que les arbres puissent transpirer, puisque c'est une partie du mécanisme qui fait que ça refroidit, il faut qu'il y ait de l'eau dans le sol. Et donc sur les mêmes arbres de Paris, on a regardé ça au labo, on a pu mettre en évidence, c'est pas très très étonnant, que les arbres sont en situation de stress hydrique en moyenne. Alors on le montre par des études de la composition isotopique du carbone, je ne rentre pas dans la cuisine, mais là aussi c'est une méthode archi banale. Et donc ce qu'on voit, c'est que par rapport à un arbre qui est dans un arboretum, la même espèce, le tilleul argenté ici, vous avez une différence de l'abondance naturelle en carbone 13 qui indique effectivement pour les arbres une grosse différence de stress hydrique entre la ville et l'arboretum, et qui semble diminuer un petit peu au fur et à mesure que l'arbre vieillit. Parce que peut-être aussi il a développé son système racinaire. Parce que les arbres aiment bien, les racines des arbres aiment bien les fuites d'eau dans les sous-sols. Il y a une partie de l'eau qui vient évidemment des fuites d'eau. Donc, on tombe là sur l'enjeu de désimperméabilisation. Désimperméabiliser, c'est redonner des sols vivants, évidemment, donc avec tout ce que j'ai raconté avant sur la diversité, la croissance des arbres. Mais c'est aussi permettre au sol de se recharger en eau. Et donc, c'est de garantir que le grand climatiseur
qu'est l'arbre en ville, va avoir du carburant, tout simplement. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de climatisation. Donc là aussi, désimperméabiliser, ça peut paraître des fois du gaspillage d'argent ou du folklore. Là où il y a de la végétation, c'est vraiment intéressant en termes de lutte contre les effets du changement climatique. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous infiltrez l'eau pour le climatiseur, vous diminuez l'eau qui ruisselle. Et comme on va vers des pluies, comme vous le savez, des événements extrêmes, c'est-à-dire des pluies plus concentrées dans le temps, donc plus violentes, les risques de ruissellement deviennent un véritable problème. Alors je ne parle pas du ruissellement sur le bassin versant qui provoque les grandes inondations dont on entend parler, mais c'est les inondations banales dans la rue, parce que c'est imperméabilisé. Dans les villes du sud de la France, ça commence à poser des problèmes de sécurité, vraiment des biens et des personnes. On n'est peut-être pas encore tout à fait là chez nous, quoique. Donc on est sur... on fait d'une pierre deux coups, là, en l'occurrence. D'ailleurs, au passage, voir l'arbre comme un outil pour limiter les dégâts liés au changement climatique, aussi bien en termes de prévention par le stockage du carbone que parce que ça va modifier le climat local, c'est ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature. Pour lutter contre la chaleur, vous pouvez faire des climatiseurs, par exemple. Ça, c'est des solutions techniques. Et puis, des solutions basées sur la nature, c'est planter des arbres. Et ce qui est intéressant avec les solutions basées sur la nature, c'est qu'en fait, elles permettent d'agir sur plusieurs dimensions de la crise environnementale en même temps. Là, en l'occurrence, sur l'eau, sur la température, sur la crise de la biodiversité. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. On peut jouer sur plusieurs tableaux et avoir une vision d'optimisation de ce qu'on fait plutôt que de devenir un maniaque du carbone ou un maniaque de l'eau, parce que c'est aussi ça qu'on peut voir. Bon, alors, de nouveau, une diapo qui m'a l'air extrêmement bizarre. Alors, c'était une diapo, il y avait une belle courbe, je ne comprends pas, ça c'est le passage du Mac au pas Mac. Cette courbe vous montrait simplement que, si je reviens à la fonction de transpiration, les arbres ils transpirent par les feuilles. Donc il faut des feuilles. Et plus vous augmentez la quantité de feuilles, plus ça transpire, plus ça joue ce rôle de climatisation. Et on l'a montré aussi sur des toits végétalisés. Ça marche aussi pour les murs végétalisés. Donc là aussi, des fois, quand je vois les techniques d'élagage, etc., je suis un petit peu énervé parce que je trouve que, en fait, on coupe le moteur, là aussi, l'organe qui fait cette climatisation. Donc la consigne, là aussi, ça serait, mais vraiment partout où c'est possible, laisser les arbres se déployer le plus possible. Quand je vois ils sont passés chez moi il y a quelques jours, avant la machine qui fait la coupe rideau. Bon, je comprends qu'on fasse une coupe rideau quand c'est au ras du bâtiment, mais 10 mètres plus loin, il y a un arbre où il n'y a pas de bâtiment. Mais pourtant, il est découpé en rideau. Donc, il faudrait faire un peu plus dans la dentelle pour garder cette masse de feuilles au maximum. Alors, je sais que ça coûte de l'argent, évidemment. Oui, alors, ça c'était... Alors celui-là, il est sorti, bon, très bien. Bon, bien entendu, après, quand vous plantez des arbres en ville, vous avez tellement de choses à faire, la biodiversité, la température, etc. On a suffisamment de données aujourd'hui pour éventuellement faire des choix. Vous avez des outils cartographiques aujourd'hui, par exemple, qui sont développés par les RB, qui vous permettent de hiérarchiser un petit peu les pressions qui jouent sur les territoires, notamment par rapport à la biodiversité. Donc ça vous permet de prioriser le quartier, la rue, la place où vous allez agir sur une base quantifiée et objective. Et donc, ça vous permet après de choisir votre arbre. Si votre problème, par exemple, c'est vraiment la température dans un îlot très bétonné, par exemple, vous pouvez peut-être éventuellement vous dire je vais essayer de planter des poiriers, bon, c'est pas si facile que ça, ou des pommiers, ou des sorbustes. Enfin, voilà. Vous pouvez choisir des espèces qui vont maximiser une fonction que vous avez décidée prioritaire. Mais c'est vous qui avez décidé, donc il ne faut pas se tromper, quoi. Parce que, évidemment, la loi de la nature, c'est toujours la même. Si on maximise une fonction, on en diminue une autre. Donc on peut avoir des effets, finalement, non prévus, pas forcément positifs. Alors, là, c'est la partie je plombe l'ambiance. Donc vous savez qu'on est dans un changement climatique. Donc une étude a été publiée en 2023 qui a fait beaucoup de bruit dans The Lancet. Donc, pardon.
The Lancet, c'est la revue médicale internationale de référence. Je vais essayer d'ouvrir ça sans en mettre partout. Donc, qui a regardé la question de la surmortalité dans les grandes villes, en particulier dans les capitales, en Europe. Donc ils ont étudié ça dans 854 villes, je ne sais pas si vous vous rendez compte le travail qu'il y a derrière ça, dont les capitales. Et alors, quand ils parlent de Paris ici, c'est la métropole du Grand Paris. Donc c'est nous. Et donc, ce qu'on voit, donc il y a tout un tas de villes qui y sont passées, et ce qu'on voit, c'est que cette métropole du Grand Paris, en fait, est la ville qui est la plus dangereuse en termes de conséquences sanitaires, de risque de surmortalité en cas de pic de canicule. Oui, c'est la région, c'est une région extrêmement dense. Donc la question de la densification, on ne peut pas l'évacuer aussi simplement que ça. Il y a un vrai souci par rapport à cette fonction d'accueil de la biodiversité, on l'a vu, mais également de conditions climatiques. Et les différents petits points, ça représente les différentes classes d'âge. Évidemment, c'est les classes d'âge les plus âgées qui payent la facture la plus élevée. Donc, augmenter la trame arborée, conserver la trame arborée, diversifier la trame arborée, mettre de l'eau à disposition de la trame arborée, etc., c'est faire une politique de santé publique. C'est pas juste faire un truc vert bobo. Oui, c'est ça aussi, peut-être. Enfin, encore que les enjeux verts ne sont pas des enjeux de bobo, à mon avis, mais c'est des enjeux de survie générale. Mais localement, c'est vraiment faire une politique de santé publique. Autre élément qui peut être intéressant sur le plan économique, c'est l'énergie. Ici, vous avez une expérience où, vous voyez, on a un bâtiment, on colle du végétal tout autour sur un grillage, donc il n'y a pas de contact là avec le bâtiment, donc ce qui est d'ailleurs un peu moins efficace peut-être que s'il y a un contact. On met un clim, on met une température de consigne, et puis on regarde la consommation énergétique tout simplement. Et on compare entre ce bâtiment avec des murs végétalisés par rapport à un bâtiment sans murs végétalisés. Et donc, sans grande surprise, la consommation évidemment électrique pour maintenir la température de consigne est moins élevée dans le bâtiment qui est entouré de végétation. Toujours pareil, interception du rayonnement et puis transpiration. Donc, à la louche, c'est à peu près un tiers là, sur la durée de l'expérience d'énergie économisée. Ça a été montré à New York aussi, par exemple, dans les tout premiers résultats qui datent des années 90 sur ces questions-là. Un bâtiment de 4 étages... 3 ou 4 arbres dans la rue en face du bâtiment de 4 étages, vous arrivez comme ça à économiser 10% d'énergie annuelle en climatisation ou en chauffage. C'est toujours ça de prix en termes économiques, et puis en termes environnementaux, c'est non négligeable. Alors, toujours pareil, on ne peut pas végétaliser partout, il peut y avoir des inconvénients. Le jour où vous allez venir végétaliser, il peut y avoir un nid de bourdon qui s'installe, donc là c'est la panique. Donc il y a aussi de temps en temps des éléments négatifs, bien entendu, dans tout ça. Mais probablement le positif l'emporte largement sur le négatif. Surtout que l'évolution climatique n'est pas réjouissante. Alors ce schéma un peu compliqué a été publié très récemment, donc par une organisation scientifique basée sur le volontariat qui s'appelle le GREC, Groupe de recherche et d'expertise sur le climat et la transition écologique. Donc il y a un groupe de scientifiques regroupant des climatologues, des sociologues, des écologues, enfin à peu près toutes les disciplines. Et on essaye de travailler en appui aux politiques publiques. Donc on travaille avec la région Île-de-France, avec la ville de Paris, avec le Val-de-Marne, avec la métropole. Pour l'instant, et on est ouvert à d'autres collaborations, bien sûr. Donc là, c'était une demande de la ville de Paris qui nous dit qu'est-ce qui se passe si on monte à 50 degrés. C'était l'exercice Paris 50 degrés. Donc les climatologues ont fait tourner les modèles pour voir quelle était la probabilité d'avoir des épisodes à 50 degrés. Donc le résultat, c'est que si on est à 3,3 degrés de moyenne mondiale en 2078, alors ne me demandez pas pourquoi 78, je ne sais pas, eh bien on augmentait ici, donc c'est la courbe noire en haut. On voit évidemment qu'on augmente très sérieusement par rapport à la canicule de 2003 les températures. Bon, ça, on l'a déjà vu sur les années très récentes, là. Et puis, vous voyez qu'il y a des moments qui peuvent durer quelques heures ou
sur un jour ou 2 jours consécutifs, en gros c'est à peu près ça qui sort, eh bien on peut frôler les 50 degrés. Et donc évidemment, à 50 degrés, il y a des gros problèmes de sécurité. Il peut y avoir des problèmes dans les postes électriques, il peut y avoir des choses dans ce goût-là, et puis un gros problème évidemment sanitaire. Et on a regardé également pour ce scénario ce que ça donnait sur la végétation et sur le vivant. Pas grand-chose dans la littérature. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire aujourd'hui à quelle température un pigeon tombe tout cuit du ciel. Ça, pour l'instant, je ne sais pas, il n'y a rien. Par contre, quelques observations sur les arbres qui nous montrent que quelques heures à 50 degrés, la feuille est sèche et le lendemain, elle tombe. Donc l'effet de l'arbre que j'ai décrit avant peut être annulé très vite si on a un épisode dans ce goût-là. Donc le message, c'est par pitié, n'allons pas à ces températures. Je pense que quand on arrive à des situations comme ça, le mot adaptation commence à perdre un peu de son sens. Mais on a vu, quand même, on sait les choses. Et l'outil vert est véritablement, à travers les arbres en particulier, quelque chose qui peut vraiment aider. Et puis il y a d'autres effets. Là, c'est les effets sur la santé plutôt négatifs. Il y a des effets positifs sur la santé. Alors j'ai rien mis sur la pollution de l'air, parce qu'en fait, il y a beaucoup de sites web qui parlent de ça, qui racontent à peu près n'importe quoi, à mon avis. L'effet de la végétation urbaine sur la pollution de l'air est assez faible. Il y a un effet qu'on voit de temps en temps sur les particules. On arrive avec des particules qui vont se coller sur les feuilles ou sur les troncs. Il peut y avoir un effet sur les oxydes d'azote donc, qui sont émis par les voitures, mais ça va diminuer de 2-3%, guère plus. Sur le reste, c'est vraiment quasiment pas significatif, quoi. Donc il ne faut pas trop compter sur la végétation urbaine pour réduire la pollution de l'air, sachant que parfois certains végétaux peuvent même aggraver la situation de la pollution de l'air, puisqu'il y a des végétaux qui émettent des composés organiques volatiles quand il fait chaud. C'est une forme de protection là aussi contre la chaleur. Et ces composés organiques volatiles en eux-mêmes ne sont pas des polluants, donc il n'y a aucun effet sur la santé. Par contre, ils se combinent, par exemple, avec des oxydes d'azote émis par les voitures, vont donner de l'ozone, et là, on va avoir un effet sur la santé. Alors, du coup, il y a des gens qui disent c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre d'arbres dans les villes. Non, ce qu'il faut, c'est supprimer les oxydes d'azote, ce qui d'ailleurs va se faire avec l'électrification des véhicules. C'est au moins de ce côté-là, on va gagner sur une partie de la pollution urbaine. Il restera essentiellement les particules, en fait, en voiture électrique, mais le reste aura été quasiment éliminé. Alors, il y a souvent une question qui arrive à laquelle je ne sais pas répondre, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait, sauf si on précise qu'on a des priorités particulières, c'est finalement c'est quoi ? Qu'est-ce que je plante du coup dans ma ville ? C'est très compliqué à répondre à ça. Sur les arbres forestiers, par exemple, une étude récente parle de goulot d'étranglement. Les arbres qui poussent aujourd'hui, il y en a 40% en termes d'espèces qui ne vont pas tenir le coup en 2100 avec les nouvelles conditions climatiques. Mais ceux qu'on pourrait planter maintenant, donc qui n'existent pas aujourd'hui, qui ne sont pas trop différents des espèces existantes, par exemple, je sais pas, on va mettre un chêne vert à la place d'un chêne rouvre, des choses dans ce goût-là, eux, on ne peut pas les mettre non plus parce qu'ils ne tiennent pas le coup avec les conditions climatiques actuelles et notamment le froid. Donc en fait, on ne sait plus très bien quoi faire. Et dans ce cas-là, je vous rassure, on ne l'a pas abordé aujourd'hui, mais encore une fois, en diversifiant les peuplements, en diversifiant la génétique, en faisant en sorte que tous les arbres n'aient pas le même âge, donc il ne faut pas replanter tout le même jour, il faut étaler ça pour avoir des classes d'âge différentes, on peut quand même gagner de la résistance là-dessus. Donc sur les villes, c'est un peu la même situation, c'est compliqué, même si en ville, on est habitué à avoir des espèces qui ne sont pas natives. Et donc, quand il y a des questions qui se posent là-dessus, je vous conseille, moi, du coup, d'aller sur le site du CEREMA, la base Sésame, qui est assez complète, qui permet de vous aider à choisir un arbre si votre priorité, c'est, encore une fois, la température, l'eau, je ne sais quoi, ou la résistance à la sécheresse, ou des choses comme ça. Donc, sachant que, c'est l'état des connaissances actuelles, et qu'il y a encore plein de choses qui sont pas complètement maîtrisées. Et donc il faudrait mieux... ce site est actualisé, donc pas tout prendre au pied de la lettre, mais à mon avis, pour la question des arbres urbains, c'est la meilleure source qu'on a aujourd'hui. Voilà. Mais de toute façon, c'est, encore une fois, on diversifie les espèces maximum, on mélange les espèces, on plante les rues là où il n'y a pas d'arbres, il y a plein de rues où il n'y a pas d'arbres, et puis on fait attention, on exige une diversité génétique. Et au lieu de planter forcément des arbres qui viennent de Barcelone ou d'ailleurs,
On peut aussi prendre nos arbres à nous et aller chercher des graines dans la région la plus méridionale de leur aire de distribution. Parce que là, il y a un patrimoine génétique qui est légèrement différent et qui est adapté à un climat qu'on aura dans 20 ou 30 ans. Donc là, on a gagné 20 ou 30 ans comme ça. Donc ça commence à se faire. On va chercher des graines le plus loin possible, tout en gardant la même espèce. Ça me paraît un bon compromis plutôt que de prendre tout de suite des espèces bizarres qui viennent d'ailleurs, qui peuvent apporter des maladies, ou au contraire être très sensibles à des ravageurs, etc. Donc il faut faire très attention. On joue sur des systèmes très très complexes. Donc je vous rassure, j'ai fini. Donc c'est clair, c'est un allié. Je pense que ça devrait être une priorité. Garder ce qui existe au maximum, augmenter la trame arborée au maximum. Vous avez des villes en Amérique du Nord où les gens y vivent sous des arbres gigantesques. Donc c'est tout à fait pensable, même si ce n'est pas dans notre culture, mais il y a quelque chose à faire. En tout cas, les données scientifiques, me semble-t-il, démontrent la pertinence de ce genre d'approche. Donc, je l'ai dit, on atténue les effets du changement climatique, et indirectement, donc finalement, sur notre santé. Et puis, dernier point que je n'ai pas évoqué, mais qui est important, on est dans un drôle de paradoxe aujourd'hui, parce qu'on dit partout, oui, le XXIe siècle, l'enjeu, c'est la reconnexion au vivant, etc. Il faut se réconcilier avec le vivant. Je partage ça à 100%, sauf que pour la plupart d'entre nous, le vivant, il n'y en a pas, parce qu'on vit, en France, on est 75% d'urbains, et d'ailleurs les gens qui habitent à la campagne, ils sont de culture urbaine aussi. Donc, eux aussi ont perdu ce qu'on appelle le contact avec la nature, finalement. Ça a été théorisé, c'est le concept d'extinction de l'expérience. On n'a plus d'expérience de la nature, donc on ne se rend plus compte des enjeux. Et du coup, pour ce qui est de la végétalisation des villes, moi je dis souvent, il faut être attentif à la nature de la nature en ville. C'est-à-dire pas faire une nature complètement sous perfusion, mais laisser faire le plus possible les mécanismes naturels pour que les gens réapprennent, soient en contact avec ces mécanismes naturels et comprennent véritablement les enjeux du vivant. Sinon, on risque d'avoir un gros malentendu. Alors, essayons de se rapprocher du modèle naturel le plus possible. Alors, vous allez me dire, bah oui, il est écologue, donc le modèle naturel, c'est forcément génial. Non, je ne dis pas ça par idéologie. C'est un raisonnement lié à la théorie de l'évolution, tout simplement. Et donc nous sommes tous censés, en tout cas dans un pays normal, croire à la théorie de l'évolution. Et d'ailleurs, le mot « croire » n'est pas le bon. Mais les espèces, leurs caractéristiques, les interactions qu'elles ont les unes avec les autres, leur positionnement dans l'environnement, il a été sélectionné pendant des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, des millions d'années, dans un environnement changeant. Elles sont toujours là. C'est donc des solutions qui marchent, qui sont durables, pour reprendre le mot à la mode, c'est ce qu'on cherche. Donc si je me rapproche le plus possible de ce modèle naturel, non pas parce que je suis en extase devant la nature, mais parce que j'ai un raisonnement de garagiste, je vous ai montré un raisonnement de garagiste, je me rapproche d'un modèle donc, qui a fait ses preuves, donc peut-être que ça va marcher. J'augmente mes chances de ne pas trop me tromper. En gros, c'est ça. Voilà, je vous remercie de votre attention. Les deux bâtiments qui sont là, ce sont des bâtiments soit en construction, soit qui sont protégés par un système... Merci, professeur. Je vous propose d'avoir un temps d'échange, si vous avez des questions. Parce que là, il y a deux bâtiments. Oui. Il y a deux bâtiments au centre, là, qui sont soit en construction, soit protégés par une sorte de muraille en bois pour éviter l'échauffement des murs. C'est ça. C'est situé au Batignolles, cette photo. C'est sur le parc des Batignolles. Voilà. C'est une observation, j'en déduis. Dans le détail. Voilà. Y a-t-il des questions? Madame. Bonsoir, merci. Alors, je viens d'une île qui a beaucoup d'arbres. Alors, j'aime beaucoup les arbres. J'en plante même autour des marronniers de la Varenne. Je ne sais pas si je fais de bonnes choses, mais c'est de petites plantes. Par contre, j'ai un voisin qui est un chenillier, c'est ce qu'on dit, je crois, c'est un grand arbre, qui effectivement est très spacieux,
mais des branches qui arrivent à la maison. Allez à côté du micro, oui, oui, je fais des gestes. Les branches qui arrivent à la maison, je ne sais pas s'il faut lui dire de les couper, s'il faut lui dire de... Je sais pas. Si les branches rentrent dans votre salon, bien sûr, il faut lui dire de les couper. Bien sûr, il ne faut pas... l'élagage n'est pas interdit, bien entendu. Il faut simplement le faire de la façon la plus douce, le moins possible, et diversifier d'une situation à l'autre. Mais bien sûr, il n'est pas question de se laisser envahir. Du moins, la réglementation, effectivement, ne permet pas d'avoir des branches de votre voisin qui viennent chez vous. Mais par contre, si vous vous mettez d'accord pour avoir quelques branches, pour avoir un peu d'ombre avec lui, oui, mais je dirais, vous pouvez lui demander, quoi. Bah, vous allez lui expliquer. Voilà. En tout cas, la réglementation, effectivement, lui impose de couper, que ça ne dépasse pas sur votre propriété. Oui, merci. Bonsoir. Oui, vous avez parlé d'enjeux tout à fait fondamentaux, hein, le changement climatique et la biodiversité en particulier. Alors, comme madame a posé une question un peu plus terre-à-terre, du coup, je vais poser la mienne, parce que je m'attendais, l'arbre en ville, à avoir d'autres petits enjeux beaucoup plus modestes abordés. Alors, je vais en citer deux. Il y en a un, c'est que, bon, on le voit à Saint-Maur, hein, il y a beaucoup de racines qui abîment, entre guillemets, les trottoirs, enfin, qui font qu'on se prend les pieds dedans de temps en temps. Alors, c'est les trottoirs, c'est les bords de trottoirs, c'est même les chaussées, des fois. Donc ça veut dire que l'arbre en ville, il ne faut peut-être pas mettre n'importe quels arbres. Et puis, dans le même objectif, il y a aussi ce qui s'appelle le risque de retrait gonflement des argiles. Alors, je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit. Donc, il s'agit des argiles, hein, qui y en a partout, en particulier dans le Val-de-Marne et un petit peu à Saint-Maur. Et donc, quand il pleut, ça se gonfle. Hein, et quand en sécheresse, et il y a de plus en plus de périodes de sécheresse, ça se retrait, il y a du retrait. Et donc, dans le Val-de-Marne, il y a un plan de prévention sur ce risque naturel. Et même si Saint-Maur n'est pas la ville la plus concernée, elle est quand même concernée. Il y a des recommandations, en particulier en termes d'espèces d'arbres qu'il faut planter. Alors ma question c'est qu'est-ce que vous pensez de ces enjeux-là et peut-être plus à la mairie, est-ce que vous avez parlé tout à l'heure du plan arbre et puis aussi de futures chartes, est-ce que ces deux aspects sont bien pris en compte dans ces documents? Alors, qu'il y ait des inconvénients avec la biodiversité ou avec les arbres en ville, oui. Donc effectivement, la réponse à faire, c'est qu'on peut, vous l'avez dit vous-même, on ne peut pas les mettre, il ne faut pas les mettre n'importe où. Après, il faut comparer les choses. Effectivement, une racine qui déforme le trottoir, ça peut être un petit peu ennuyeux, mais à côté, il y a des enjeux dont j'ai parlé, climatiques, etc. Donc là, j'ai envie de dire, pour le coup, le petit bout de trottoir qui est déformé, par rapport aux enjeux auxquels elle est confrontée, je pense que vraiment ça passe complètement à la trappe, de mon point de vue. Après, sur les argiles, là j'avoue que je ne sais pas vraiment répondre avec précision. Je ne sais pas jusqu'à quel point, effectivement, le pompage de l'eau par un arbre peut augmenter. A priori, il y a un impact forcément sur la quantité d'eau et donc sur le gonflement des argiles. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point c'est significatif par rapport à l'énorme quantité d'eau qu'il peut y avoir dans un terrain argileux. Ça, j'en sais rien. Mais en théorie, ça doit jouer un petit rôle, oui. Donc il faut faire attention, là aussi, par rapport au bâtiment. Oui. Ceci dit, le gonflement des argiles, c'est sur des zones assez faibles, finalement. Enfin, autour de la maison. Oui, tout à fait. Non, mais il y a des recommandations types dans un plan de prévention des risques mouvement de terrain, c'est de planter certains types d'arbres. Par exemple, sur Saint-Maur, il n'est pas recommandé de planter des peupliers ou des cèdres, par exemple. Voilà. Mais il y en a d'autres. Et aussi de ne pas planter les arbres trop près des immeubles. Hein, donc la règle, c'est que si c'est un arbre d'1,50 m, il faut le planter à plus d'1,50 m de l'immeuble. Voilà. Donc voilà. C'est des règles. Alors là, par contre, ça peut être des obligations. Hein. Donc autant pour les enjeux, je suis d'accord, il y a des enjeux plus importants que d'autres. Mais là, c'est des règles, elles peuvent être obligatoires. Et puis, il faut en tenir compte. Alors, est-ce que vous en tenez compte dans vos...
Écoutez, la charte dont on parle, effectivement, elle est en cours de rédaction et notre sujet, effectivement, c'est de faire des recommandations. Mais comme ça a été dit, je dirais, les recommandations, elles ne sont pas toujours si simples. Alors, si elles sont si précises et si développées, on peut les reprendre. Mais on voit bien sur les essences, c'est pas si clair que ça et c'est pas si simple. Je dirais la réponse, c'est de faire la diversité, quoi. C'est de faire c'est ce que j'ai compris au niveau des arbres. Mais par contre, pour revenir sur les racines, parce qu'on a des sujets, notamment sur certaines rues, mais en fait, effectivement, on a des problèmes, je pense particulièrement une rue, que je ne sais pas s'il y a des habitants ici, c'est Marie-Louise, où je dirais c'est des sophoras qui ont été plantés là. C'est une espèce qui est réputée pour être plus à même d'être dans un endroit isolé, dans un parc, mais pas dans un alignement. Mais ça a été fait il y a plus de 20 ans, quoi. Donc effectivement, les conséquences, on les a maintenant. Mais donc on y travaille. Mais c'est vrai que de voir comment mettre les bonnes espèces, parce que le milieu urbain a ses contraintes. Effectivement, l'élagage, c'est quelque chose qui reste indispensable malgré tout. C'est vrai qu'on aimerait bien laisser les arbres pousser le plus possible, mais dans beaucoup de secteurs. Alors après, comme vous le disiez, c'est-à-dire de faire en sorte de diminuer l'impact, on essaye de développer du moins l'élagage en port libre pour laisser se développer le canopé au maximum. Mais c'est vrai qu'après, il y a des coûts aussi d'entretien, parce que de passer, du moins, l'idéal voudrait que pour chaque arbre, il y ait un type d'élagage et qu'on puisse mélanger les espèces. Mais c'est vrai que là, derrière ça coûte plus cher. Voilà. C'est toujours pareil. De toute façon, derrière, il y a toujours une histoire de compromis, quoi, derrière tout ça. C'est un compromis, c'est une question de hiérarchie, effectivement. C'est vraiment le problème, c'est les plateaux rideaux, parce que vous êtes forcé. Enfin, je sais excusez-moi. Un plateau rideau, c'est facile à entretenir, mais c'est une catastrophe. Enfin, en plus, ils sont vraiment très, très serrés. C'est-à-dire que quand vous passez, on doit avoir une largeur de feuilles d'1,50 m, 2 mètres, même pas. Donc ça dépend, mais c'est vraiment très spectaculaire. Est-ce que vous le faites parce que vous voulez réduire et passer très peu souvent? Et puis bon, c'est vraiment du massacre. Enfin, moi, j'ai travaillé aux arbres à Paris. Bon, on en a très peu. Je sais que quand on arrête le plateau rideau, c'est une catastrophe parce qu'il part dans tous les sens. Mais malgré tout, je pense que vous pourriez, monsieur l'a évoqué, il y a des rues quasi pavillonnaires où on est en plateau rideau et on pourrait tout de même au moins réduire la fréquence de ce plateau rideau pour le laisser se développer un peu en largeur, voire en hauteur. C'est effectivement le programme tel qu'on l'a prévu dans le plan arbre dont je parlais tout à l'heure, c'est de développer le nombre de rues qui seront traitées ce qu'on appelle en port libre, pour diminuer l'impact, effectivement. Mais comme vous le disiez, c'est délicat parce que en fait, c'est le rééquilibrage de l'arbre qu'il faut mettre en place, et donc ça se fait pas du jour au lendemain. Et en plus, il faut que, je dirais, sa canopée puisse se développer. Notre objectif, c'est que ça fasse des voûtes et que ça aille pas non plus dans les immeubles ou dans les habitations qui sont. Donc, il faut garder l'équilibre de l'arbre et maintenir le passage des bus, maintenir toutes les lignes. Là, j'en parlais tout à l'heure. Il y a un gros travail à faire avec tous les opérateurs qui ont tendance à utiliser les arbres comme des poteaux, alors que je dirais ils sont pas faits pour ça. Et donc là, ça pose des problèmes pour les élagueurs, parce que je dirais couper de la fibre, ça n'est jamais agréable pour personne, mais c'est un peu le sujet. Donc effectivement, c'est toutes ces contraintes-là, et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la charte, où tout le monde doit jouer son rôle pour permettre à développer le milieu arboré à Saint-Maur, aussi bien privé, public, et tous les acteurs. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, et je dirais le travail est en cours et se fait petit à petit. Les choses ne se font pas effectivement très rapidement. Autre question. Le grand problème de la France, c'est qu'on a laissé les infrastructures filaires du téléphone ancien et même du câble à une certaine période à l'air, en extérieur. Alors que si vous allez dans un pays comme en Allemagne, il n'y a rien. Il n'y a aucune. Donc, dans un pays comme l'Allemagne, on peut laisser à l'arbre sa forme. Chez nous, on est bien forcé de couper parce qu'il y a les fils. Et en même temps, il faut faire attention de ne pas couper les fils. Vous avez tout à fait raison. Sachant que la réglementation sur tout l'aspect filaire de la fibre pour les opérateurs, rien ne les oblige à utiliser les faisceaux que l'on pose quand on refait les rues et qu'on fait l'électricité et qu'on repasse dans les trottoirs. On
prépositionnent des fourreaux pour pouvoir passer des câbles mais ils n'ont aucune obligation de le faire. Et pour eux, c'est beaucoup plus simple de ne pas le faire parce que dès que vous changez d'opérateur, vous repassez un film sans enlever l'autre. C'est aussi une aberration. Là, je crois qu'au niveau réglementation, il y a vraiment un progrès à faire et d'imposer un minimum de choses. Parce que là, on va se retrouver avec une toile d'araignée dans les arbres et dans le ciel qui est complètement aberrant, on est bien d'accord. Excusez-moi. Et une toile d'araignée d'autant plus difficile que maintenant, les installations que font les différentes sociétés se trouvent non pas en hauteur, mais quelquefois à 1,20 m, 1,30 m. Vous savez, ces petits blocs. Le jour où vous aurez un pays mal intentionné qui voudra faire saboter toutes les installations, je parle d'une théorie, évidemment, vous voyez ce que je veux dire, hein, eh bien, ça sera d'une simplicité, il suffirait qu'il y ait des gars qui passent dans les rues, qui tirent sur les fils, etc., et on n'aura plus de communication. Sachez qu'il n'y a pas besoin de ça, c'est que j'ai une amie qui est dans la salle, effectivement, il y a un opérateur qui avait besoin de se connecter dans la boîtier pour refaire une connexion d'un voisin, il l'a déconnecté la personne. Donc vous avez, il n'y a pas besoin d'avoir de payer pour se déconnecter. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant les arbres? Pardon. Bonjour, monsieur. Bon, excusez-moi d'être arrivé en retard, mais j'étais à une autre réunion. Je voulais vous demander en ce qui concerne... Oui, je suis Micheline Autia, je suis biogéographe. En ce qui concerne les choix des essences à planter, parce que vous avez montré la morphologie de l'arbre, etc. Il y a également tout le problème du système racinaire, il y a avec les pivots, etc., le système latéral. Le problème de la pollinisation. Parce que je discutais l'autre jour avec un médecin qui disait qu'il y avait de plus en plus d'allergies respiratoires. Et les chercheurs ont trouvé qu'il y avait certains types de pollen qui s'associaient à des nanoparticules que nous respirons et qui évidemment irritent considérablement notre système respiratoire. Alors, est-ce qu'il y a, par exemple pour une ville, des recommandations spécifiques d'arbres pour éviter, disons, la santé, les effets sur la santé? Il y a des espèces qui sont connues pour leurs aspects de toute façon. Bon, voilà. Donc après, une bonne manière, là encore, de limiter les dégâts, si j'ose dire, c'est de noyer ces espèces dans une diversité plus élevée qui va nécessairement déjà réduire les flux, hein, parce que derrière, c'est la densité de chaque espèce qui va compter. Donc il faut essayer de diminuer ce problème quand vous avez des plantations. Ce que je veux dire, c'est quand vous avez une seule espèce, c'est un pic d'émission immédiat. Si vous avez plusieurs espèces, vous créez des conditions différentes à droite et à gauche, et donc le pic d'émission va être étalé dans le temps. Donc ça peut être une réponse partielle. Puis après, oui, s'il y a des régions très peuplées où il y a des espèces qui sont réputées allergènes, alors cette histoire de lien avec des particules... Je n'ai pas de compétences là-dessus, donc je ne peux pas vous répondre. Ce sont des médecins qui ont évoqué ce problème. Mais là encore, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on dit il faut, en tout cas moi c'est ce que je dis, maximiser la canopée, vraiment, parce que je pense que les effets positifs l'emportent nettement sur les effets négatifs. Il peut y avoir des circonstances où on ne le fait pas, et qui peuvent être de nature variable. Il ne faut pas sombrer non plus dans une forme de folie. Voilà. Mais par contre, je pense qu'en moyenne, on pourrait sérieusement multiplier l'indice canopée, par exemple, l'augmenter de 50% ou même 200% dans beaucoup de villes, notamment de la première couronne. Merci. Vincent Puig, conseiller municipal à Saint-Maur Écologie Citoyenne. Je voulais revenir sur la question des arbres d'alignement, qui est très souvent abordée, dont on parle aussi dans le plan arbre que nous discutons en commission développement durable. Les questions qui reviennent souvent sur ces arbres d'alignement, c'est est-ce qu'il est vraiment suffisant de considérer la continuité des arbres actuels, ou est-ce qu'on ne peut pas densifier un peu
la plantation, notamment avec une trame intermédiaire, qui pour l'instant n'est pas pratiquée, mais qui me semblerait être du bon sens. Alors bien sûr, là aussi, question de coût, question effectivement d'entretien. Si on commence à planter des arbres de strates intermédiaires, il faut pouvoir les entretenir parce qu'ils densifient beaucoup l'espace. Toutes ces questions de coût, c'est aussi des questions de choix politiques. C'est-à-dire à quoi est-ce qu'on utilise les budgets de la commune. J'avais une deuxième question, tant que j'y suis, c'est sur la trame verte du RER, qui est aussi très souvent un objet de débat. Est-ce qu'on peut considérer réellement que cette trame du RER est une vraie continuité en termes de biodiversité? Oui, je pense, dans une certaine mesure, mais quand on voit la manière dont quand même les arbres sont régulièrement coupés pour des raisons de sécurité évidentes, mais est-ce qu'on peut vraiment continuer à revendiquer ce tracé du RER comme une vraie trame verte? Ou comment est-ce qu'il faudrait peut-être la qualifier plus précisément? Voilà. Alors, dans les deux cas, je vais faire une réponse que j'ai évoquée, un principe que j'ai évoqué tout à l'heure. Si on se rapproche du modèle naturel, on va sans doute aller dans le bon sens par rapport au service, entre guillemets, qu'on attend de la végétation et des arbres en particulier. Donc se rapprocher du modèle naturel, les arbres, ils poussent effectivement dans des environnements stratifiés verticalement, donc c'est exactement ce que vous avez dit, d'avoir des arbustes, d'avoir une trame herbacée, d'ailleurs qui commence à se mettre en place de façon spontanée depuis qu'on a interdit les herbicides dans les villes. Donc oui, et quand on parlait tout à l'heure de créer des continuités dans le sol, en fait de faire des fosses, ça va tout à fait dans ce sens-là. Donc oui, si on peut aller vers la réinstallation d'une stratification, c'est forcément positif. Mais sinon, alors pareil sur le RER, la coupe des arbres en tant que telle, elle n'est pas forcément dramatique. Parce que dans la nature, les arbres, ils meurent, ils tombent. Donc la question, et pour des questions de coût, donc de toute façon, on va tomber à chaque fois sur des questions de coût, et donc derrière sur des questions de choix politiques, je suis complètement d'accord avec ça, mais qui correspondent aussi à une hiérarchie de valeurs. Le RER, si on coupe tous les arbres au même endroit d'un seul coup, c'est évidemment très mauvais pour la continuité, pour le fonctionnement de cette continuité écologique. Donc ce qu'il faudrait faire en théorie, c'est en couper un là, et puis un autre à 30 mètres plus loin, et pas tous à la queue leu-leu. Donc, mais ça va augmenter les coûts. Alors, le problème des coûts, commentaire personnel, parce qu'on entend toujours parler de coûts. D'abord, quand quelqu'un dépense de l'argent, il y a quelqu'un d'autre qui l'encaisse. Donc ça veut dire que ça crée de l'activité. Oui, on parle toujours de coûts, mais il n'y a pas que des coûts. Donc ça génère quand même de l'activité économique, ça génère des emplois, ça génère des cotisations sociales, ça génère des impôts, ça génère tout ce qu'on voudra. Donc parlons coûts, mais parlons aussi du coup augmentation du chiffre d'affaires de certains. Et puis le coût, c'est relatif, effectivement. Si vous êtes convaincu que finalement la biodiversité, le climat, c'est un truc un peu casse-pied, donc le jour où j'ai moins de sous et moins de temps, je m'en occupe moins. Oui, vous allez dire non, c'est trop cher. Si par contre vous êtes convaincu que c'est un enjeu majeur pour l'humanité, vous allez vous dire de toute façon ce que je dépense là, c'est rien par rapport à ce qui m'attend. Ce qui d'ailleurs a été dit il y a 20 ans par le rapport Stern. Il y a quand même eu un rapport économique par une sommité mondiale de l'économie qui a déjà dit à l'époque si on ne fait rien, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc pour moi, la question du coût, c'est juste la traduction, effectivement, du niveau de conscience qu'on a de la situation et donc de la hiérarchie des enjeux. Alors, je sais bien que c'est facile à dire. Quand on est un décideur, il faut trancher, etc. C'est compliqué. Mais ça correspond à un véritable problème de hiérarchie de valeurs. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, même si on a un énorme progrès dans la prise de conscience par rapport à ces questions, ça c'est indéniable. Quand je prends 10 ans ou 15 ans en arrière, on se cachait, ou presque, quand on était vite taxé d'écolo, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui encore, une majorité de personnes, toutes personnes confondues évidemment dans les décideurs politiques, je pense, n'ont pas complètement intégré ce à quoi on est confronté. Moi, il y a un mot que je ne supporte plus, c'est le mot adaptation. Non, je suis désolé, je vois mal comment on s'adapte
à 3 degrés moyenne mondiale, 4 degrés quelque chose en France. Le vivant ne tiendra pas le coup. Quant aux problèmes sociaux, n'en parlons pas. Internationaux, en l'occurrence. Donc voilà, mais je pense que tant qu'on ne réalise pas ça, on dit c'est trop cher. Ouais. Voilà, enfin, bon, c'est vraiment ma conviction. Mais après, ça n'engage que moi. Là, on sort de la science, comme toujours dans ce genre de débat, de toute façon. Mais c'est vraiment ce que je pense. Peut-être une dernière question, parce qu'il est déjà 9h30. Merci. Déjà 3 commentaires par rapport à des interventions précédentes. Moi, j'ai envie de prolonger les commentaires de Luc. Hiérarchisation des coûts, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire que ce qui coûte aujourd'hui pour nous va coûter encore plus cher pour les générations futures. Et donc, ne pas faire aujourd'hui, c'est reporter aux générations futures. Donc, il y a une hiérarchisation entre dette financière et dette écologique qu'on peut porter et par rapport, quand on est dans une municipalité, c'est par rapport aux suivants qui devront faire plus pour corriger ce qui n'a pas été fait dans un mandat et par rapport aux générations futures. Ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième, c'est par rapport aux racines sur les trottoirs. Je pense qu'il y a d'autant plus de racines que les fosses de plantation ne sont pas suffisantes pour le développement de l'arbre et son système racinaire. Et donc, quand vous avez des fosses bien trop petites, l'arbre, il essaye de trouver sa place et ça contribue à ce qu'il y ait des déformations de trottoirs. Je ne sais pas ce qu'il en est, s'il y a eu des évolutions dans les modes de plantation, je suppose. Voilà, vous avez augmenté les fosses, donc ça va dans le bon sens. Et puis c'est une question d'humidité aussi des sols. Les racines vont chercher aussi là où il y a de l'humidité. Et puis le troisième commentaire, et puis après j'aurai les questions, c'est monsieur là à côté de moi, sur les coupes et puis la façon de couper dans les alignements, la voirie. Là aussi on parle de coût, mais moi j'ai envie de parler d'ombrage et d'humidité, c'est-à-dire de rafraîchissement, dont on va de plus en plus avoir besoin. Et je pense que ça, c'est la santé des habitants qui circulent en tant que piétons ou même en tant que voiture, c'est essentiel et devrait être pris en compte comme une des priorités majeures dans la façon d'organiser les alignements. Enfin, j'aborderai la protection des arbres. Il y a à Saint-Maur une protection qui est mise en place, qui est l'arbre remarquable, j'y reviendrai, mais il y a une protection encore supérieure qui peut être faite au niveau de chaque arbre qu'on a envie de protéger de façon vraiment importante, c'est l'espace boisé classé, contrairement au vocable. Donc ça concerne des boisements, mais ça concerne aussi des sujets isolés. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'arbres à Saint-Maur qui pourraient avoir ce classement pour vraiment le protéger de façon absolument pérenne. Quant aux arbres classés remarquables dans la réglementation d'urbanisme à Saint-Maur, bon, il y a un métrage de protection qui veut pas dire grand-chose, c'est 10 mètres à partir du tronc, pas dire grand-chose, parce que tout dépend du type d'arbre, d'essence, sa maturité. Par contre, le corps de la protection, c'est on ne touche pas au système racinaire et on ne touche pas aux branches, aux pieds. Or, il y a pas mal de constructions qui ont déjà été faites et qui, on va dire, s'attaquent aux arbres remarquables, classés remarquables. Il y en a un à Danville, l'être pourpre, qui était admiré par beaucoup. Donc le promoteur, il a coupé toutes les branches d'un côté, quoi. Il y a un cèdre côté mûrier, c'est exactement la même chose. Et puis quand c'est construit aussi proche
eh bien, ça veut dire que dans les années suivantes, ça va être de nouveau élagué. Donc, je pense qu'il y a une évolution, un contrôle dans les permis de construire qui pourrait prendre mieux en compte l'obligation de respecter le PLUI. Et puis, bon, c'est immanquable que j'évoque le Grand Chêne de Saint-Maur, pour lequel nous avons réussi à neutraliser un premier permis de construire, à neutraliser un deuxième permis de construire récemment, parcelle sur laquelle il y a une impossibilité de construire quoi que ce soit, puisque le système racinaire dépasse la largeur de la parcelle. Donc, arbre remarquable, protection à appliquer selon ce qui a été engagé par la mairie et le territoire. On ne touche pas au système racinaire et on ne touche pas aux branches, aux pieds. Merci. J'en déduis qu'il n'y a aucune question et que la campagne électorale est lancée. C'est de ça dont je tire la conclusion de l'intervention. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je remercie encore le professeur Luc Abadie d'être intervenu et que je vous souhaite une bonne soirée et merci à vous d'avoir participé à cette soirée.